Alors, je vous propose sans plus tarder de démarrer cette matinée. Et donc, j'ai le plaisir de céder la parole à Madame Cécile Tagliana, qui est commissaire à la lutte contre la pauvreté. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour cette journée régionale, cette deuxième partie de journée régionale. Je suis effectivement commissaire à la lutte contre la pauvreté et c'est la stratégie de lutte contre la pauvreté qui a porté l'essaimage de ce qui était au départ une expérimentation donc de Sève Emploi et qui continue à le porter chaque année jusqu'à cette année donc 2021 pour une mise en œuvre sur 2022. Pourquoi la stratégie pauvreté? Parce qu'il y a plusieurs principes qui croisent tout ce qui est au cœur de Sève Emploi. Déjà, la stratégie pauvreté, elle part du principe que personne n'est inemployable. Donc, même les personnes les plus éloignées de l'emploi, avec le bon accompagnement, elles peuvent accéder à l'emploi et à l'emploi soit de droit commun, soit un emploi adapté qui leur correspond. Donc ça, c'est une première chose qui est tout à fait évidemment en résonance avec le type de public que vous pouvez accompagner dans Sève Emploi. La deuxième chose, c'est que la stratégie pauvreté, elle a essayé de mettre tout le monde dans vraiment une dynamique commune, tout le monde, toute la société civile dans une dynamique commune d'inclusion par l'emploi. Donc, elle se situe vraiment dans cet objectif d'être à la croisée du monde de l'inclusion en général, d'un monde plus social et du monde de l'entreprise. Donc, toujours dans cet objectif d'employabilité de tous, mais ça part du principe que tout le monde a sa pierre à mettre à l'édifice et que il faut juste, alors le juste étant très compliqué évidemment à mettre en œuvre, il faut juste s'engager dans cette direction et avoir les bons outils pour le faire. Et enfin, la stratégie de lutte contre la pauvreté, elle a beaucoup porté le plan d'ambition de développement en fait de l'insertion par l'activité économique. Donc, en considérant que l'insertion par l'activité économique, c'est un des moyens centraux pour arriver à remettre à l'emploi des personnes qui en étaient éloignées avec toutes les caractéristiques qu'on connaît de l'insertion par l'activité économique et en l'aidant à évoluer aussi sur certains points et notamment sur ce lien avec les entreprises pour que les SIAE puissent quelque part se mettre au service des ressources humaines des entreprises pour être finalement au service des personnes elles-mêmes qui sont en recherche d'emploi et d'intégration dans ces entreprises. Donc cet essaimage, voilà, il est en cours, hein, donc ça vous allez en faire, peut-être le bilan. Il y a un nombre croissant de SIAE chaque année qui rentrent dans le programme et qui sont accompagnés pendant 1 an. Un nombre croissant de régions aussi. Et évidemment par rapport en Île-de-France, on a 23 000 salariés, en IAE, donc par rapport aux 23 000 salariés en IAE, ils sont largement pas tous inclus dans le programme Sève Emploi. Le but est que ça aide les SIAE qui n'étaient pas encore dans cette dynamique de médiation active avec les entreprises. Et le but, c'est que donc celles qui sont accompagnées soient aussi fer de lance de ces pratiques et puissent essaimer autour d'elles, en parler autour d'elles. Juste pour un mot sur l'effet de la crise sur le secteur de l'IAE. Je pense que vous êtes beaucoup de représentants de l'IAE, enfin de membres actifs de l'IAE autour de cette table virtuelle. Euh, le secteur a quand même bien résisté. Il faut tirer un coup de chapeau quand même à tous ceux qui sont engagés pour qu'il y ait une résistance du secteur, évidemment avec des aides d'État hein, aussi, avec un FDI qui a été largement majoré et toute une partie d'aide à la pérennité. Donc maintenant, voilà, l'objectif c'est évidemment de continuer à grossir, à pouvoir avoir encore plus de monde qui rentre dans l'IAE. En Ile-de-France, on a un certain rattrapage à faire, donc vraiment tout ce qui est le FDI est là pour aussi cette année aider tous ceux qui veulent aller vers de la création d'emplois en insertion. En termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs. Et donc sur le qualitatif, Save Emploi est une des pistes à suivre. Je voulais juste dire bravo aux lauréats quand même de Save Emploi, puisque la dernière fois j'étais absente, donc j'avais pas pu le faire. Mais je n'oublie pas les 4 SIAE qui étaient là en 2020, Equalis, Rebond, Nov Emploi et la M2IE.
et donc aux 8 lauréats de 2021, qui je suppose sont là, mais je n'ai pas tout le monde sur l'écran, donc je ne vois pas tout le monde. Agir pour la réinsertion sociale Val d'Oise, Emmaüs Coup de main, la recyclerie du Gâtinais, Carton plein à Paris, Passerelle 17, l'espace ACI Hauts-de-Seine, la friperie solidaire dans le Val-de-Marne, Logicité de Croix-Rouge Insertion dans le 93 et Equalis sur SEV 2, donc le programme post-SEV 1, qui est aussi une suite utile pour continuer à capitaliser. Donc bravo à vous, bravo aux lauréats. Évidemment maintenant, enfin maintenant depuis le début de l'année, mais il faut faire, hein, il faut s'engager, bien profiter des formations qui sont de qualité, bien s'engager dans la relation avec les entreprises, les PMSMP, et bien accompagner. Je pense que c'est quelque chose qui ressort de Sève Emploi. Le changement auprès des équipes, c'est un travail d'équipe, hein, d'après ce que j'ai compris, et voilà. Mon expérience me fait dire qu'effectivement, quand on essaye de changer les pratiques, c'est l'accompagnement des équipes est véritablement au cœur du sujet. Donc, c'est ce à quoi aussi peut vous aider cette communauté, de pouvoir en parler entre vous et vraiment embarquer tout le monde dans cette dynamique. Je ne serai pas tellement plus longue pour vous laisser donc avancer sur ce comité de pilotage. Je vous quitterai dans une demi-heure pour aller sur d'autres sujets encore, et notamment pour ceux qui n'ont pas reçu l'invitation, ce qui est tout à fait possible, pour préparer une mini journée régionale des acteurs de la lutte contre la pauvreté qui aura lieu le 2 juillet. Qui est en format virtuel là aussi. Si vous voulez être invité, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec votre mail, et je vous mettrai sur la liste des invités pour que vous ayez le lien. Ou alors je le ferai passer par Anaël, comme ça vous l'envoyez à tout le monde, vous avez toute la liste de diffusion, ce sera peut-être plus simple. Tout à fait. Je relayerai l'invitation avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Tagliana, pour votre mot de bienvenue. Et effectivement, on est très content d'avoir accompagné en 2020 4 structures et de nous renouveler l'expérience cette année avec 8 structures en 2021. Donc cette matinée vous permettra aussi d'avoir des retours d'expérience très directs de ces structures pour visualiser ce qui se passe concrètement sur le terrain dans Sève Emploi. Je vais vous présenter le programme de la matinée. Donc nous venons de commencer avec l'ouverture. Tout de suite après, nous aurons une conférence Regard croisé, qui portera sur l'offre des services des SIAE pour accroître l'employeur-habilité des entreprises. Et on verra bien évidemment ce que recouvre ce terme avec 2 intervenants de qualité que je présenterai tout à l'heure. Ensuite, nous aurons une petite pause un peu avant midi. On reprendra avec un quiz pour à la fois tester vos connaissances et puis dynamiser un petit peu la matinée. Et puis, on reviendra aussi sur les ateliers qui ont eu lieu la semaine dernière et qui constituaient, comme je le disais, la première partie de cette journée régionale Sève Emploi. Et donc, vous aurez un aperçu de ce qui s'est passé pendant ces ateliers, des échanges qui ont pu avoir lieu et qui ont été très riches. Ensuite, il sera l'heure de clôturer la journée. Et donc, Madame Isabelle Médou-Marer, directrice régionale de la FACIL de France, viendra nous donner un mot de conclusion. Donc, si ce programme vous convient, je vous propose de démarrer tout de suite avec la conférence Regard croisé. Regard croisé pour avoir un regard à la fois théorique grâce à Philippe Semenovic, qui est maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, dont la spécialité est le domaine de l'insertion par l'activité économique, et dont les travaux ont notamment porté sur les collaborations entre l'IAE et les entreprises classiques, et auteur d'un livre collaboré pour insérer les partenariats sociaux pour l'insertion par l'activité économique. Et on aura également un regard plus
pratique grâce à Coralie Bell, qui est responsable d'activité des filières bio et espaces verts à Equalis. Equalis, qui est une structure d'insertion qui a été lauréate de Sève Emploi en 2020 et qui continue cette année ses actions dans le cadre d'un programme Sève 2 sur le suivi dans l'emploi. Donc, je vous remercie tous les deux, Coralie et Philippe, d'avoir répondu présent pour cette conférence. Pour les participants, donc, comme je vous le disais, c'est une matinée interactive, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au fil de l'eau à les poser directement dans le chat. Elles seront remontées. Et puis, sinon, vous aurez également la possibilité de lever la main et d'intervenir directement pour poser vos questions aux intervenants. Donc, j'enchaîne tout de suite avec ma première question qui s'adresse à vous, Philippe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le changement de perspective qui s'opère entre une approche qui serait basée sur l'employabilité, que l'on connaît bien, et une approche basée sur l'employeurabilité? Oui, merci. Déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on peut repartir effectivement du référentiel dominant qui est celui de l'employabilité, un terme qui s'impose à partir du milieu des années 90 comme le référentiel des politiques de l'emploi, notamment sous l'impulsion de l'Union européenne et de l'OCDE. Alors, quel est le postulat, le constat de départ derrière ce terme d'employabilité? C'est l'idée qu'on aurait une économie qui sera en mutation perpétuelle, ce qui avait été décrit par l'économiste autrichien Joseph Schumpeter dès le début du XXe siècle comme un processus de destruction créatrice, c'est-à-dire des activités qui déclineraient, d'autres qui se créeraient en permanence, et le corollaire, ce serait forcément des destructions et des créations d'emplois. Voilà. Alors, quelles conséquences sur le marché du travail? La conséquence qui a été tirée pour les partisans de ce terme d'employabilité, c'est que finalement, l'enjeu sur le marché du travail se déplacerait. Ce serait plus la protection des emplois qui serait essentielle, mais la protection des individus qui devraient être en mesure de changer d'employeur, de changer de métier en cas de disparition de leur emploi. Donc, cette idée qui apparaît au milieu des années 90, quand même, elle fait débat à ce moment-là. Si pour les plus anciens de l'auditoire, on se rappelle peut-être un sketch des Guignols de l'info où on avait la marionnette de Jacques Chirac qui expliquait à la marionnette de Patrick Poivre d'Arvor, un peu médusé, que désormais, ce qui comptait, c'était plus l'emploi, mais l'employabilité. Ce qu'il y avait derrière ce sketch, c'était cette idée que finalement c'était un peu un renoncement à la stabilité de la société salariale des Trente Glorieuses. Finalement, on actait le fait que désormais le CDI avec une carrière au sein d'une même entreprise toute la vie, ça en était terminé, et qu'il fallait que les individus s'apprêtent à avoir des mobilités professionnelles tout au long de leur vie. Donc ça fait quand même pas mal débat, ça fait toujours débat aujourd'hui. Néanmoins, si on accepte ce postulat et qu'on admet que l'employabilité est désormais l'enjeu central, il n'empêche que ça reste un terme ambigu et qu'il en existe plusieurs interprétations. Et en France, le chercheur qui a été pionnier sur le sujet de l'employabilité, qui s'est intéressé à cette notion le premier, c'est Bernard Gazier, dès le début des années 90, et qui a essayé de creuser ce concept. Et dans ses travaux assez récents, ce qui distingue, c'est notamment deux interprétations contemporaines de l'employabilité. D'une part, ce qu'il appelle l'employabilité initiative. Et donc là, en fait, dans cette vision-là, tout repose sur l'individu. C'est à lui de se saisir des opportunités qui se présentent, de mobiliser son capital humain, ses diplômes, son expérience, son capital social avec son réseau. Et c'est à l'individu de faire fructifier ces différents capitaux pour entretenir son employabilité. Donc, dans cette vision, en fait, le rôle des pouvoirs publics, c'est simplement de mettre à disposition des individus des dispositifs qui leur permettraient de maintenir, de développer leur employabilité,
de la formation tout au long de la vie notamment, à charge pour la personne de se saisir de ces opportunités qu'on lui offre. Ça, c'est une première conception de l'employabilité. Il y en a une deuxième que Bernard Gazier met en évidence, ce qu'il appelle l'employabilité interactive. Et là, interactive, on veut dire compte tenu de l'interaction entre les compétences propres de l'individu et l'état du marché du travail, avec l'idée que désormais, dans cette deuxième vision, c'est pas seulement de la responsabilité des individus, l'employabilité, mais aussi des entreprises. Et notamment, ça met l'accent sur le rôle des entreprises vis-à-vis de leurs salariés en poste. Comment on fait pour que les employeurs réalisent des actions préventives visant à adapter et à développer les compétences de leur main-d'œuvre. Cette idée qu'il y aurait une responsabilité de l'employeur vis-à-vis de sa main-d'œuvre pour que, en cas de changement, soit de l'organisation du travail ou des technologies, cette main-d'œuvre soit en mesure de s'adapter, voire en cas de suppression d'activité ou de destruction de l'emploi correspondant, capable de rebondir sur d'autres métiers. Donc, ça suppose que les gens soient capables d'apprendre à apprendre. Donc, pour des personnels peu ou pas qualifiés à la sortie de la formation initiale, être en mesure de développer cette aptitude à se former tout au long de la vie. Et puis, il y a aussi, pour les pouvoirs publics, l'idée qu'il faut développer des actions curatives, cette fois-ci, sur les chômeurs et en particulier ceux qui en ont le plus besoin, les chômeurs longue durée, afin de restaurer leur employabilité. Donc en fait, cette deuxième conception de l'employabilité interactive dégagée par Bernard Gazier ouvre sur le rôle des entreprises. Et finalement, ça annonce le terme d'employeurabilité, qui lui est beaucoup plus encore confidentiel. Je dirais, il n'y a pas eu encore de sketch des Guignols de l'info sur l'employeurabilité. Il y en a eu un sur l'employabilité, mais ça veut bien dire que quelque part, c'est pas encore passé dans le domaine courant, dans l'opinion publique. Et c'est pas passé non plus encore vraiment dans la littérature scientifique. Moi, j'ai fait une recherche rapide là, sur les portails des bibliothèques et je n'ai trouvé que 3 articles de revues scientifiques en langue française qui utilisaient ce terme. Donc voilà, c'est un terme qui est encore assez confidentiel. Sa première apparition en France, moi que j'ai trouvé, c'est dans Les Échos en 2001, un point de vue d'un consultant qui s'appelait Michel Mazounave et qui en fait, dans le contexte de cette époque-là, qui était un contexte en fait, assez optimiste, où on avait l'impression qu'on allait revenir au plein emploi, il y avait un recul très fort du chômage dans les 2-3 années qui avaient précédé. L'idée de ce point de vue, c'était qu'il y avait une espèce d'inversion du rapport de force sur le marché du travail et que désormais, ça allait être aux employeurs de faire la preuve que les salariés avaient intérêt à venir chez eux ou à y rester. Voilà. Donc une toute autre période. À la même époque, on a 2 universitaires anglais, Levin et Kent, en 2002, dans un colloque consacré à l'insertion des étudiants, qui également mobilise cette notion d'employeurabilité, avec un sens qui est proche de celui de marque employeur, comme on dit aujourd'hui, à savoir c'est une capacité des entreprises à attirer, à retenir des talents, pour prendre là aussi un terme contemporain, en offrant de bonnes rémunérations, des perspectives de carrière, une bonne image de l'entreprise, etc. Voilà. Donc là, on n'était pas vraiment sur les publics les plus éloignés de l'emploi. Le moment où ça se diffuse sur cette thématique, c'est avec un rapport de Laurent Duclos et Jean-Yves Kerbourg en 2006 pour le Centre d'analyse stratégique, qui est depuis devenu France Stratégie. Et eux, dans leur définition de l'employabilité, ils mettent l'accent sur la compétence de l'entreprise à assumer son rôle d'employeur. Voilà, c'est reprendre leur définition. Par employeurabilité, on désigne la capacité que possède ou non une entreprise à exercer la fonction et les responsabilités de l'employeur, comme à faire des événements qui émaillent la vie de l'entreprise, embauche, départ, accident, etc., la source d'un apprentissage organisationnel en termes de management et de gestion des ressources humaines. La capacité à créer et à gérer l'emploi est le fruit de fonctionnements qui ont pour cadre l'organisation même de l'entreprise. Donc là, ce sur quoi ils mettent l'accent, c'est bien cette capacité de l'entreprise à assumer
tous les rôles d'un employeur, alors que a priori, un chef d'entreprise, il n'est pas uniquement un employeur, il est plutôt focalisé sur l'activité qu'il conduit. La consécration du terme d'employeur habilité, on peut dire, c'est le rapport Borrello en 2018, donnant d'où les moyens de l'inclusion, qui reprend ce terme et qui insiste via le nouveau vocable de l'inclusion dans l'emploi qui a été utilisé par Madame Tagliana en introduction, sur le fait que inclure est un acte collectif qui donne un rôle aux employeurs. Et donc, voilà, on voit s'affirmer cette idée que les employeurs notamment les entreprises classiques, ont un rôle à jouer là-dedans. Voilà, et c'est bien ce qui fonde les actions dites de médiation active comme SEV, cette approche en termes d'employeurabilité. Alors, qu'est-ce que ça change pour les SIAE? Ça change par rapport au fait que désormais, il ne s'agirait plus d'agir seulement sur les salariés en insertion, en essayant de développer leur employabilité, en les accompagnant sur le plan social et professionnel, mais il s'agirait aussi d'influer sur les pratiques de recrutement et d'intégration des entreprises. Donc, au final, ça rejoint des travaux déjà anciens qui étaient ceux de Simon Wühl, qui, au milieu des années 90, dans son ouvrage Insertion et politique en crise, considérait justement que l'insertion était en crise parce qu'elle fonctionnait selon ce qu'il appelait un modèle d'employabilité, centré sur les interventions en direction des personnes. Et pour lui, ce qui devait être préféré, c'était un modèle de coopération fondé aussi sur des actions auprès des entreprises et qui, à son époque, était encore en gestation et qu'on a vu se développer depuis à travers ces opérations dites de médiation active. Voilà. Je vous rends la parole, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, pour cet éclairage, parce qu'effectivement, pour bien comprendre l'employeur habilité, il faut déjà comprendre comment le changement s'opère avec la vision qui la précédait. Donc, je me tourne maintenant vers toi, Coralie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ce changement de perspective a produit comme effet sur vous, Equalis, sur votre vision de l'entreprise? Comment est-ce que ça a un peu bousculé vos représentations et quels effets ça a pu avoir sur votre accompagnement vers l'emploi? Bonjour à tous. Alors, avant de... mon intervention va être très pragmatique, avec des exemples très concrets de ce qui a pu se dérouler lors de notre année de formation avec Sève Emploi. Je me permets juste d'informer que voilà, des personnes des équipes du pôle IAEF d'Equalis ont participé au programme Sève Emploi en 2020. Et début 2021, donc un programme qui vise à dire que tout le monde est employable et à proposer de changer les pratiques pour accompagner les salariés vers l'emploi durable. Le programme a duré à peu près 1 an, avec une dizaine de journées de formation aux côtés d'une formatrice de Sève Emploi. Et on a mobilisé entre 6 et 8 personnes au sein des équipes d'Equalis, donc des encadrants techniques, des CIP et des responsables d'Equalis. Du coup, comme je vous le disais, donc je vais vous raconter un peu des exemples concrets de ce qui est ressorti de cette année de formation. Et ce que je peux dire, c'est que dès la première journée de formation, avec les CIP et les encadrants techniques, il y a des questions et des débats et des échanges autour du sujet du fait que tout le monde est employable. Voilà, le sujet était tout de suite autour de la table et il y a eu pas mal de débats et de questionnements et d'échanges. Et je vais commencer par vous parler d'un premier exemple concret qui était de ne plus parler de salariés en insertion, mais de parler de salariés en transition professionnelle, c'est-à-dire voire de parler de salariés tout simplement, parce que les expériences de chacun montraient que parfois le mot insertion aux yeux des entreprises avec qui on était en contact pouvait être péjoratif ou incompris. Et donc l'idée, c'était d'adapter un langage valorisant et adapté, en tout cas plus entrepreneurial, auprès des entreprises qu'on rencontrait et qu'on rencontre toujours actuellement. On a eu pas mal de débats et d'échanges aussi autour de certaines idées reçues, comme une première, il faut absolument un CV pour postuler à une offre d'emploi. Donc l'idée, c'était de voir autour de ça comment on pouvait adapter
le fait de postuler à un emploi, d'accompagner un salarié en transition professionnelle pour l'aider à postuler différemment. Ensuite, une autre idée, c'était pour trouver du travail, il faut absolument répondre à une offre d'emploi. Donc l'idée, c'était de voir tout simplement comment on pouvait changer les pratiques autour de ces deux sujets. Donc pour ça, on a fait des journées terrain avec l'animatrice. Un autre exemple, c'est la vision du projet professionnel des salariés en transition professionnelle. C'est vrai qu'avec Save Emploi, on a appris à se demander et à demander aux salariés quels étaient leurs objectifs, à défaut de leur demander quels étaient leurs projets professionnels. C'est vrai que en rentrant sur nos chantiers d'insertion, on leur demandait souvent quel est votre projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là, l'objectif, c'était pour le salarié, on se disait que c'était beaucoup plus intéressant pour le salarié de lui demander ses envies et de savoir ce qu'il savait faire pour ensuite valoriser ses compétences, ce qu'il avait pu apprendre avant dans ses précédentes expériences ou tout simplement dans sa vie du quotidien, pour pouvoir valoriser ses compétences auprès des entreprises et pas seulement envoyer un CV et dire voilà, j'ai fait telles études ou j'ai telle expérience. L'idée, c'était vraiment de mettre en valeur toutes les compétences du salarié qu'il a pu apprendre avant de passer chez nous ou pendant sa période sur un chantier d'insertion. Pour appuyer cette idée, on a créé un outil qu'on a nommé Mon Portrait, où on demande aux salariés de nous écrire sur un papier, alors en fonction des personnes des personnes qu'on accompagne, s'il y a des problématiques linguistiques ou des problématiques pour écrire, on aide le salarié à le faire, bien évidemment. Mais l'idée, c'est d'écrire sur papier, demander au salarié d'écrire ce qu'il aime faire, ce qu'il souhaite faire ou ce qu'il souhaiterait faire, ce qu'il sait faire ou ce qu'il aimerait savoir faire. Les problématiques qu'il a sur le moment et toutes les questions qu'il peut avoir. L'idée, c'est voilà, d'avoir un échange un peu plus joyeux autour de la suite du parcours autour de ça. Et ça a fonctionné en tout cas plutôt bien et on essaye de le faire perdurer avec les salariés actuels. Un autre petit exemple, c'était créer l'opportunité avec la prospection des entreprises, un gros sujet qui a été très bien apprécié des équipes. L'idée, c'était de créer du lien, présenter nos structures, proposer des rencontres salariés-entreprises pour proposer des PMSMP ou alors aller vers l'emploi durable. La question de comment on se présente est venue rapidement par rapport au CIP, se présenter aussi le CIP, comment il se présente, ou l'encadrant, comment il se présente, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce que fait notre association. Plusieurs moments de porte-à-porte ont été réalisés afin de prendre des rendez-vous avec des entreprises pour ensuite présenter, essayer d'obtenir une PMSMP ou un projet d'emploi durable avec une entreprise. J'ai un exemple bien concret avec une CIP qui, je crois d'ailleurs, est parmi nous aujourd'hui et qui va reconnaître son intervention, qui a organisé une session de recherche d'emploi en faisant de la prospection avec des entreprises dans la rue. Ils sont allés en centre-ville, ils ont fait du porte-à-porte, ils sont allés se balader donc en centre-ville pour rencontrer des entreprises. Ils ont contacté une dizaine de commerces, donc une dizaine de commerces ont été démarchés, comme des supermarchés, des boulangeries. Et c'est un bilan qui a été plutôt bien reçu des salariés et de la CIP aussi, un bilan qui a permis aussi aux salariés de sortir du chantier, de faire les choses différemment. De créer aussi du lien entre les salariés, ça c'est important aussi dans la recherche d'emploi, et un échange positif parce qu'une PMSMP a été trouvée dans une boulangerie qui est devenue un partenaire d'Equalis, et le stage a eu lieu en février et a permis à la salariée de confirmer son projet professionnel. Et pour appuyer toutes nos recherches de prospection, une formatrice qui je crois est aussi parmi nous aujourd'hui, une formatrice FLE d'Equalis, a proposé de faire un support d'accompagnement, un support de suivi, je veux dire, pour les personnes qui rentrent en PMSMP chez nous, et un support qui permet de créer du lien avec l'entreprise, un support qui est rempli par l'entreprise et par nous, et qui permet de lister tout ce qui s'est passé en entreprise, tout ce que la personne a pu apprendre, toutes les difficultés qu'elle a pu avoir. Donc voilà, un support papier qui nous permet d'avoir ensuite un historique dans le suivi du salarié et qui permet aussi de créer du lien avec l'entreprise pour partager en tout cas l'accompagnement de ce salarié en PMSMP.
Un dernier petit point a été évoqué aussi lors de cette formation Seb Emploi, la crainte pour certains de proposer des PMSMP aux salariés dès leur arrivée sur notre chantier d'insertion. Chez nous, les salariés d'insertion sont recrutés pour 4 mois au départ. Et l'idée, c'était de se dire pourquoi un salarié en transition ne serait pas, on lui proposerait pas dès son entrée de faire une PMSMP en entreprise. Et on s'est dit, excusez-moi, je cherche un peu mes mots, et l'équipe s'est dit pourquoi ne pas prendre le problème à l'inverse et aller vers l'emploi, à défaut de peut-être lever des freins en premier pour se dire ok, j'ai levé des freins et c'est bon, la personne peut aller un peu, voilà, on estime que la personne peut aller vers l'emploi. Non, en fait, on a changé nos idées un peu reçues et on s'est dit, la personne va aller en PMSMP de suite pour justement prendre le problème à l'envers et recentrer l'accompagnement vers l'emploi tout de suite. Et là, un petit exemple aussi, on a une salariée tibétaine avec des freins linguistiques qui a fait une PMSMP dans une boulangerie, alors pas la même que je vous ai énoncée avant, mais dans une autre ville, d'un autre chantier d'insertion, dès son premier mois d'embauche. Et là, c'est un vrai échange avec la CIP où la CIP qui était un peu sceptique, je lui ai dit, mais donc voilà, on a beaucoup échangé et du coup, elle a trouvé tout de suite la PMSMP et il s'avère que ça s'est révélé très positif parce qu'en fait, la boulangerie aussi a joué le jeu et a valorisé les compétences de la salariée, à savoir à nous dire voilà qu'elle était souriante, que c'était quelqu'un qui avait envie de travailler, qui avait envie d'apprendre, qui était professionnelle, elle était autonome, accueillante avec les clients et que et ça a montré que ça renforce la confiance du salarié et que ça crée du lien avec nous, le chantier d'insertion. Donc voilà, c'était une vraie expérience positive. Et tout de suite, la salariée, en fait, elle était dans une dynamique, OK, l'emploi, c'est possible pour moi. Je le dis comme ça avec ces mots-là, mais c'est pour montrer que voilà, ça peut fonctionner. Voilà, j'ai fini. Très bien, merci beaucoup Coralie. C'est vrai que du coup, grâce à ton retour, on voit bien hein, les questionnements qui émergent et à la fois la manière dont ça bouscule et remet en question certaines représentations. Et du coup, comment ça impacte l'accompagnement vers l'emploi. Donc, merci beaucoup. Donc, on a la chance ce matin d'avoir Anne-Laure, qui est facilitatrice graphique, qui va illustrer en fait les propos qui viennent d'être tenus. Donc là, on en est simplement à la première partie de la conférence. Hein. Il y aura une deuxième partie, mais vous pouvez d'ores et déjà interagir pour poser vos questions à ce moment donné. Et du coup, on va afficher le dessin qui illustre un peu les propos qui viennent d'être tenus. Donc, voilà, je vous laisse le découvrir. Et puis, si vous avez des questions, donc je me tourne vers Elsa s'il y a eu des questions qui ont été remontées via le chat. Et sinon, n'hésitez pas à lever la main et je vous donne la parole pour poser vos questions. Merci beaucoup à Anne-Laure pour ce vrai travail de synthèse, parce que c'est vrai que les interventions étaient riches et donc c'est pas évident à résumer. Bien sûr, ces dessins seront communiqués dans le compte rendu et du coup vous pourrez y avoir accès à la suite de la journée. Alors, on a une question. Quels sont les autres leviers pour développer l'employeurabilité? J'ai du mal à le dire moi aussi. Alors oui, quels sont les autres leviers? En fait, ça fait l'objet de la deuxième partie de la conférence. Alors, est-ce qu'on spoil ou on attend peut-être? On va peut-être pas spoiler tout de suite. Bon, effectivement, cette première partie de conférence était plutôt axée sur des définitions et des changements de vision.
La deuxième partie sera plus axée sur la mise en pratique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a changé de vision. En tout cas, je vois énormément de félicitations adressées à Anne-Laure pour ce dessin qui résume vraiment très bien les échanges. C'est assez épatant. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui émergent ou est-ce que peut-être... On Alors, nous demande ouais. si c'est possible de préciser les différences entre projet professionnel et situation professionnelle souhaitée. Alors, Coralie, je crois que c'est une question qui s'adresse à toi. C'est vrai que tu nous disais que vous aviez abandonné le vocable projet pro et vous parliez plutôt Je suis désolée, j'ai pas bien compris la question. Ouais. Je regarde le chat. Vous disiez que vous aviez abandonné le vocable projet pro Oui, et situation. Et donc, du coup, vous parlez plutôt d'objectifs emploi. Et donc, on vous demande de préciser quelle est vraiment en fait la différence entre ces deux termes. en fait, déjà tout simplement, il faut rappeler que le public qu'on accompagne sur nos chantiers d'insertion, c'est un public pour beaucoup qui ont des problématiques linguistiques. Donc en fait, quand ils arrivent sur nos chantiers d'insertion, qu'on les recrute, quand vous leur demandez quel est votre projet professionnel, rien que le mot projet, pour beaucoup, ne savent même pas ce que ça veut dire. Projet professionnel, encore moins. Donc en fait, l'idée, c'est quand je disais qu'on essaye de simplifier, qu'on essaye de les amener vers des choses, des termes beaucoup plus simples. Par exemple, j'en ai beaucoup parlé, c'est avec notre formatrice Fleu qui me dit souvent de simplifier en fait les termes et par exemple de leur dire quel travail tu veux faire par exemple. Pour certains, ils ont déjà une image de ce qu'ils veulent faire après, ou alors certains, quand ils savent pas ce qu'ils veulent faire, l'idée c'est tout simplement de mettre en lumière ce qu'ils ont déjà pu apprendre dans leur parcours de vie, tout simplement, que ce soit chez eux ou que ce soit chez un autre employeur. Et avec ce qu'on peut regrouper, du coup, on arrive régulièrement à orienter vers OK, bah, nous, on te conseillerait de t'orienter plus vers ce métier-là ou ce poste-là, du coup. Mais on part plus de ce que le salarié sait faire et sait déjà faire. D'accord. Donc effectivement, ce terme projet peut un peu faire peur. On ne sait pas toujours tous ce qu'on veut faire comme projet pro. Donc des termes plus accessibles, plus compréhensibles Oui. et qui génèrent moins de représentations qui peuvent être un peu inquiétantes. Après, on en parlera après aussi dans le deuxième point, mais il y a le côté facilitateur avec l'entreprise. Bon, non, on en parlera après. C'est un petit teasing. Très bien. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais je crois qu'on avait fait le tour. Bon, j'espère que ça répond à la question posée. On va peut-être donc enchaîner sur la partie suivante qui concerne plutôt en fait les leviers et les outils dont on dispose quand on veut impulser une approche qui est basée sur l'employeur habilité. Donc, Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, pour quelles raisons des entreprises veulent s'engager dans une démarche qui viserait à renforcer leur employabilité et qu'est-ce que peuvent leur apporter dans ce cadre-là les SIAE? D'accord. Donc, effectivement, c'est l'interrogation qu'on peut avoir. Moi, je sais, les premières fois où j'ai entendu parler des démarches de médiation active, je me suis dit, mais pourquoi les entreprises pourraient avoir envie de s'engager là-dedans, dans un marché du travail où il y a pléthore de candidats pourquoi elles feraient cet effort-là? Donc, je vais répondre à la question en basant sur la littérature sur le sujet et puis également en prenant des exemples de collaborations que j'ai étudiées dans mon ouvrage et qui concernent principalement des grands groupes, mais c'est aussi, je pense, en partie transposable
à des petites et moyennes entreprises ou des TPE comme pour Sèvres. Alors en fait, si on prend la littérature, il y a trois grandes raisons pour lesquelles les entreprises pourraient être amenées à s'engager dans ce genre de démarche. La première, qui peut paraître un peu idéaliste, hein, mais c'est satisfaire des motivations éthiques. Voilà. Bon, c'est l'idée que les entreprises pourraient considérer que effectivement c'est de leur responsabilité et pas seulement des acteurs publics et associatifs que de s'engager dans la prise en charge de personnes éloignées de l'emploi. Alors, ce volontarisme social, quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il reste quand même rare. Bon, il y a bien eu des tentatives ici et là qu'on pourrait citer, je sais pas. Mais si en 2019, le gouvernement lance un plan qui s'intitule 10 000 entreprises pour l'inclusion et l'insertion professionnelle, c'est bien que ça semblait rester insuffisant. Alors, pour les entreprises qui s'y sont engagées d'elles-mêmes, ce qu'on peut remarquer généralement, c'est que c'est impulsé par des membres de l'équipe dirigeante sensibles à ces questions d'exclusion sociale. Voilà, donc ça repose sur leurs épaules. Sur quoi ils peuvent s'appuyer pour légitimer cette démarche? Sur les attentes de certaines parties prenantes en la matière, notamment en externe. Les collectivités locales peuvent attendre des entreprises implantées sur un territoire un engagement vis-à-vis de leur population en difficulté. Donc là, par exemple, ce que j'avais pu voir, c'était notamment une grande marque de cosmétiques, on peut citer les noms, hein, L'Oréal, quand L'Oréal construit son nouveau siège social à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, ils mettent sur leur marché privé des clauses sociales, hein, un peu comme sur le même modèle que les marchés publics, pour que leurs prestataires, leurs fournisseurs prennent en compte l'embauche de personnes éloignées de l'emploi. Voilà, donc ça peut être une raison pour lesquelles finalement les entreprises peuvent s'engager. C'est donc en externe. En interne, ça peut aussi, ce que dit la littérature, aider à motiver, fidéliser les salariés de l'entreprise s'ils adhèrent eux-mêmes à ces objectifs, s'ils sont sensibles à ces causes. Là aussi, ce que j'avais pu voir, moi, c'était chez SFR, voilà, du mécénat de compétences qui s'était mis en place en faveur de Emmaüs Connect. Voilà, et donc, ça a joué un rôle vis-à-vis des personnes de SFR pour leur attachement à l'entreprise. Donc, les entreprises peuvent, pour des motivations éthiques plus ou moins fondées sur des intérêts, s'engager dans cette optique. Et alors là, finalement, l'enjeu, ça va être d'essayer de faire preuve de créativité et d'imaginer des solutions innovantes qui permettraient de créer des emplois accessibles à ces publics peu ou pas qualifiés. Et c'est là qu'on peut trouver peut-être un premier rôle pour les SIAE. C'est un rôle de conseil en organisation du travail. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais pu observer, c'était que certaines SIAE étaient capables d'identifier au sein de l'entreprise des tâches peu ou pas qualifiées qui soit pouvaient être externalisées pour devenir une des prestations de la SIAE qu'elle allait vendre après aux entreprises en question, soit correspondre à des postes susceptibles d'être pourvus par des salariés en fin de parcours d'insertion. Voilà. Je pourrais donner plus d'exemples si ça intéresse certains après dans la discussion, mais je ne veux pas dépasser mon temps. Une deuxième raison qui peut pousser les entreprises à s'engager dans cette démarche, ça peut être bien évidemment résoudre des problèmes de gestion des ressources humaines. Voilà. Ce que montre la littérature sur le sujet, c'est que en fait, sur le marché du travail, la rencontre entre l'offre et la demande, elle se fait pas naturellement, mais elle nécessite des médiations. Il faut passer une annonce, ou alors il faut que les gens fassent des candidatures spontanées, ou alors c'est le réseau qui va faire circuler de l'information. Donc il y a tout un tas de médiations qui s'opèrent pour faire rencontrer l'offre et la demande sur le marché du travail. Et ces médiations, elles ne sont pas neutres sur le profil des personnes recrutées. Il y a un impact, c'est ce qu'a montré tout un courant en économie qui s'appelle l'économie des conventions. Il y a un impact des médiations qui sont utilisées pour pourvoir un emploi sur le profil des gens qui sont recrutés. Et
très clairement, ce qui a été montré, c'est que sur certains postes peu ou pas qualifiés, quand on applique les pratiques usuelles de recrutement, le CV, la lettre de motivation, on aboutit à une surqualification à l'embauche. Parce qu'en gros, ça va être le raisonnement qui peut le plus, peut le moins. Donc, on va prendre le meilleur candidat par rapport à des critères qui sont le diplôme notamment. Et en fait, ces pratiques usuelles de recrutement, pour les postes peu ou pas qualifiés, elles peuvent aboutir à des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, on ne trouve pas le mouton en 5 pattes, hein, pour le dire rapidement, parce que les entreprises sont trop exigeantes par rapport à ce que nécessite le poste en termes de compétences réelles. Et puis, quand bien même les entreprises trouveraient du personnel surqualifié pour ces postes, ça va générer du turnover parce que les gens, s'ils estiment que c'est pas à la hauteur de leurs compétences, ils vont pas rester. Voilà, donc, les entreprises, dans certains secteurs, c'est bien connu, peuvent, même en chômage de masse, peiner à attirer, à fidéliser certains profils qu'elles recherchent. Et alors là, quel rôle peuvent jouer les SIAE? Bien sûr, c'est être un vivier, un sourcing alternatif pour les entreprises dans, dans lequel les entreprises peuvent venir puiser des profils, voilà, en particulier les entreprises de certains secteurs dits en tension. Alors, quel est l'atout des SIAE en la matière? L'atout des SIAE en la matière, c'est leur connaissance fine des publics observés en situation de travail, ce qui rend leurs recommandations plus fiables que d'autres types d'acteurs qui, eux, ne voient pas les publics travailler. Je pense par exemple pas à Pôle emploi, les missions locales. Bien sûr qu'elles reçoivent du public, mais elles ne les voient pas au travail. Et donc, elles sont moins en mesure de pouvoir dire des choses fiables, perçues comme fiables aux entreprises. Une SIAE, en observant les personnes en situation de travail, elle va pouvoir vérifier leur savoir-être et ou leur savoir-faire. Elle va pouvoir repérer certains traits de caractère aussi. Et tout ça, ça peut être des éléments importants pour une entreprise par rapport à un poste qui a à pourvoir. Mais bien sûr aussi, ce dont parlait Coralie tout à l'heure, les PSMP, ça peut aussi jouer ce rôle et les SIAE qui sont prescripteurs de plein droit peuvent aussi s'engager là-dedans. Là aussi, je pourrais donner des exemples ensuite que j'avais pu observer. La troisième et dernière raison, le troisième et dernier levier, c'est pour les entreprises de développer une stratégie commerciale. Et là, bien sûr, ce qui est en jeu, c'est tout ce qui tourne autour des clauses sociales dans les marchés publics, puisque les acheteurs publics ont de plus en plus tendance à introduire des clauses sociales sur un nombre grandissant de secteurs, principalement quand même le BTP, la collecte et le recyclage des déchets, mais pas seulement. On voit de plus en plus de secteurs d'achat public où il y a des clauses. Et finalement, par rapport à ça, il y a un enjeu pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles doivent faire la preuve qu'elles seront en mesure d'assumer leurs engagements en termes d'insertion, aussi bien si c'est une condition d'exécution du marché, quand il s'agit simplement après coup de réserver une part des heures de main-d'œuvre nécessaires à la réalisation du marché à des personnes en insertion, que si c'est un critère de sélection des offres. Et là, je dirais encore plus, c'est un peu rare encore dans les marchés publics, mais ça se développe aussi. Dans ce cas-là, remporter l'appel d'offres, il faut d'emblée faire la preuve qu'on est capable d'agir en matière d'insertion et de se différencier des entreprises concurrentes. Donc, il y a une nécessité pour les entreprises de ces secteurs de prendre en compte les questions d'insertion, de développer des process qui leur permettent de respecter leurs engagements pour convaincre les acheteurs publics. Et au-delà des marchés publics aussi, dans les marchés privés, c'était le cas de L'Oréal tout à l'heure, mais il y a d'autres entreprises qui s'engagent là-dedans. Alors là aussi, quel peut être le rôle des SIAE en la matière? Ça va être d'une part de sélectionner les publics éligibles, hein, parce que c'est jamais évident pour les entreprises de savoir qui est éligible à la clause, et en particulier pour les TPE-PME. Moi, j'en avais rencontré notamment dans le BTP qui disaient, nous, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, de vérifier que la personne elle habite dans le bon quartier et qu'elle est bel et bien éligible du point de vue de sa situation sociale et professionnelle. Et donc, cette PME, TPE, là, elle a décidé de déléguer totalement aux ETTI, quoi. Généralement, c'est les ETTI qui interviennent
dans le cas des clauses. De manière un peu plus ambitieuse aussi, le rôle des SIAE en la matière, ça va être d'être en mesure d'impulser auprès des entreprises une démarche où on va construire un vrai parcours de formation et d'intégration pour ces personnes. Où en gros, la SIAE va être capable de co-construire en s'appuyant, en valorisant des outils. Alors là, moi, ce que j'avais pu voir chez des ETTI, c'était mettre en place des contrats de professionnalisation intérimaire, mettre en place des contrats de développement professionnel intérimaire. Voilà, donc là aussi, je pourrais citer des exemples précis si ça intéresse certains ensuite dans la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Bon, effectivement, on voit que dans le rôle que peuvent jouer les SIAE, c'est souvent en fait le fait de connaître à la fois leurs salariés et leur territoire. Donc, Coralie, maintenant, est-ce que concrètement, tu pourrais nous expliquer quelles actions vous avez mis en œuvre avec Qualys pour améliorer l'employabilité, donc que ce soit en matière de recrutement ou d'intégration, même de suivi. Qu'est-ce que vous proposez et comment c'est reçu par les entreprises? Quels sont les premiers résultats que vous observez sur le terrain? Alors, j'ai un peu spoilé mon intervention parce que tout à l'heure, j'étais un peu trop vite, mais j'ai déjà parlé de mon support, de notre support de suivi PMSMP. Mais j'en redis 2 mots parce que c'est important de dire que lorsqu'on fait un accompagnement renforcé entre l'entreprise et les salariés et nous-mêmes, que ce soit déjà dans un premier temps pour une PMSMP, c'est hyper important. Parce que ce qui est important, c'est de montrer à l'employeur, futur employeur, comment travaille le salarié chez nous, de mettre en avant les compétences du salarié, de rassurer l'employeur sur des éléments factuels, sur les tâches bien concrètes que le salarié sait faire, mettre en avant comment nous, on fait pour travailler avec cette personne, s'il y a des problématiques linguistiques, par exemple, comment ça avance, montrer comment les encadrants aussi y arrivent, expliquer comment nous, on fait tout simplement au quotidien et valoriser ce que nous faisons au quotidien et tout simplement comment on arrive à travailler nous-mêmes, tout simplement avec cette personne sur un chantier d'insertion. Donc, si nous, on y arrive, pourquoi pas la future entreprise qui pourrait potentiellement recruter après, espérons, une PMSMP, le futur salarié. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a créé une fiche déjà dans un premier temps de suivi PMSMP. Un autre exemple d'action qui regroupe plusieurs aspects de notre pratique pro et de nos changements de pratique. On a une salariée sur un chantier qui avait des compétences dans le prêt-à-porter. On a donc, lors de nos premières expériences de porte-à-porte, demandé un rendez-vous auprès d'une boutique de prêt-à-porter dans un centre-ville. À ce rendez-vous qui avait été convenu, on a présenté l'association. La salariée est allée elle-même ensuite à un rendez-vous toute seule. Elle n'était pas très sûre d'elle, mais elle a eu une ouverture, une proposition d'embauche en CDI tout de suite, ce qui a rassuré la salariée. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme on l'espérait parce que le poste qui lui a été proposé, finalement, la personne qui était en arrêt maladie est revenue entre-temps. Donc, c'est pas ce poste-là qui lui a été proposé. En tout cas, c'était une bonne expérience parce qu'elle a pu faire une PMSMP. Et ce qu'on s'est dit, nous, après, en analysant le pourquoi cette démarche peut fonctionner, c'est que tout simplement, en tout cas, on a fait de la prospection. On a fait une proposition d'action aux salariés, c'est-à-dire on lui a dit OK, on prend rendez-vous avec l'entreprise, tu vas aller au rendez-vous de l'entreprise, on va t'accompagner pour ce rendez-vous en amont, on va préparer ce rendez-vous ensemble. Nous-mêmes, on a fait des rendez-vous et des briefs avec le magasin. On a adapté notre discours en fonction du point de vue de l'employeur aussi, en fonction de ce que l'employeur nous relate, on adapte notre discours. On valorise la salariée auprès de l'employeur. Et le fait de faire du lien entre tout ça, ça émerge des opportunités d'emploi. Tout simplement, le fait toutes ces petites actions autour toutes ces petites actions qui ont été menées, voilà, ça génère une opportunité d'emploi. J'ai un autre exemple bien concret qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc notre formatrice chez Equalis qui accompagne aussi des salariés en transition
a accompagné il n'y a pas si longtemps que ça un salarié qui a pu obtenir, au sein d'un partenaire, qui a pu obtenir une PMSMP d'une semaine afin qu'il essaye, donc c'est un salarié qui est reconnu travailleur handicapé, donc il a été dans une structure qui propose des postes adaptés à cette personne. Et donc, pendant cette PMSMP, il va pouvoir tester 3 postes différents qui vont lui permettre de dire tout simplement à la fin de cette PMSMP, OK, moi, je me sens plus à l'aise dans ce poste-là. Et à la fin de cette PMSMP, un CDD va lui être proposé avec potentiellement un CDI qui sera possible à la fin de ce CDD, un CDI si tout se passe bien. Ce qui est ressorti de cette action, c'est que la formatrice a accompagné le salarié en insertion lors de ce premier entretien. Il a été préparé en amont, elle l'a accompagné, alors après avec accord de l'entreprise, tout ça se joue aussi dans le partenariat avec l'entreprise ou avec le partenaire. Et elle l'a accompagné, et ce qui a permis elle a permis de mettre en avant tout ce que j'ai pu dire avant, les qualités, les compétences, comment ils travaillent chez nous, etc. Tout ce qui s'est passé sur le chantier, je ne vais pas me répéter par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Et ce qui permet de rassurer l'entreprise et de rassurer le salarié quand il est à l'entretien. En fait, il se sent... Voilà. En tout cas, pour cette expérience-là, le salarié s'est senti rassuré. Et ça montre bien que la médiation active entre l'entreprise, le salarié, on a notre vraie place en fait là-dedans, parce que tout simplement ça peut fonctionner. Alors je dis pas que ça peut fonctionner à chaque fois, mais en tout cas ça montre que ça peut fonctionner. Je vais donner un autre exemple concret aussi. On a une entreprise du secteur alimentaire avec qui on a collaboré déjà il y a un moment pour une PMSMP toujours, qui s'était très bien passée, et du coup la CIP a engagé d'autres démarches, et l'idée c'est que l'entreprise est venue sur le chantier d'insertion. Ils sont venus à plusieurs avec 4 de l'entreprise pour pouvoir se présenter, nous dire comment ils fonctionnaient, ce qu'ils faisaient au quotidien, les métiers proposés, etc. Et l'idée, c'était aussi l'idée, c'est de créer des opportunités d'emploi, de rencontres, que l'entreprise se présente aux salariés et de nous montrer en quoi nous pouvions être un appui aussi dans le recrutement. Donc, nos divers échanges étaient liés à ça. Le développement du partenariat sur le long terme avec l'entreprise nous montre bien que ça porte ses fruits, parce que là, il y a une deuxième PMSMP qui va être en cours. L'entreprise aussi a proposé de recevoir des salariés par petits groupes au sein de l'entreprise pour présenter l'entreprise, les métiers, et de faire simplement connaissance, et de pouvoir rassurer aussi et montrer comment ça se passe sur le terrain, et de voilà, tout simplement les métiers qui sont proposés dans cette entreprise. Et donc là, il y a un partenariat qui s'est bien installé, et on espère que ça va déboucher sur des futurs emplois. Et petite dernière expérience intéressante aussi, on a 2 salariés qui sont rentrés en début d'année en CDD de 10 mois, donc des CDD assez longs, à la suite d'une PMSMP d'1 mois qui avait été fait chacun. C'est des postes dans l'administratif. Et là, voilà, on a eu le même parcours. On a essayé de mettre en place tout ce qu'on a pu apprendre l'année dernière, c'est-à-dire la prospection, le rendez-vous, la proposition de PMSMP, des rendez-vous avec l'employeur, la préparation du salarié avant son embauche en CDD. Ça, c'est très important de montrer comment nous, on peut être un appui pour le salarié avant d'être recruté, et comment nous, on peut être aussi un appui auprès de l'entreprise pour le recrutement de ce futur salarié. Et après, l'idée, c'est là, depuis, du coup, on fait du suivi dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on fait des réunions ou des rendez-vous téléphoniques ou physiques régulièrement avec les employeurs et le salarié, pour voir si tout se passe bien, pour pouvoir adapter si besoin, pour pouvoir échanger, dans le but d'avoir un CDI à la fin du CDD de 10 mois. Voilà. Et peut-être un petit dernier point aussi, il nous a semblé important aussi, donc là on est en train de le créer, de créer un support type flyer ou plaquette d'information, peu importe, à destination des entreprises pour expliquer qui on est, ce qu'on fait, quelle est notre démarche, et en quoi on peut être une ressource de recrutement pour les entreprises. Et c'est un support papier qui permet à toutes les équipes, encadrants, responsables, CIP, de pouvoir avoir ce document qui permet voilà, de présenter Equalis et en quoi on peut être une ressource importante pour les entreprises. Voilà.
Super, merci beaucoup Coralie et on espère effectivement avec vous, on croise les doigts pour que ce dont tu nous parlais tout à l'heure, ça aboutisse. Merci beaucoup. Donc, à nouveau, j'invite Anne-Laure à nous faire part de son dessin de facilitation graphique pour illustrer un petit peu ce qui s'est dit. Et puis, à nouveau, je vous invite à poser vos questions, soit dans le chat, soit en levant la main, pour, enfin, des questions adressées à nos intervenants. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour cette belle synthèse illustrée en dessin. Et on voit qu'effectivement, c'est très riche et en fait, la SIAE est très bien placée pour proposer ses services à l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est donc l'objet d'une question que je vois posée dans le chat. Est-ce que l'appui au recrutement est une prestation que l'on facture à l'entreprise? Alors, pas du tout. C'est tout l'enjeu du partenariat, de la prospection et du partenariat. Ça porte bien son nom. C'est vraiment le lien qu'on crée avec les entreprises sur le moment ou soit à court terme ou à long terme, parce que parfois, là, avec l'exemple que je vous ai donné, le salarié qui va tester 3 emplois, ça s'est fait assez rapidement. Mais après, ça peut être parfois sur plus long terme, mais c'est pas du tout facturé à l'entreprise. Après, effectivement, c'est une question pertinente dans le sens où quand on a un partenariat efficace avec une entreprise et que du coup on produit un service RH de qualité, ça peut, enfin la question se pose. Par rapport à la question, est-ce que c'est facturé ou pas? C'est sûr que si c'est facturé, au début, les entreprises vont avoir sans doute quelques réticences à s'engager dans la démarche. Donc peut-être effectivement quand on les a fidélisés, ça pourrait être envisagé. Après, je dirais, sans ça, sans cet intérêt financier pour la CIAE, il y a notre intérêt, c'est maximiser les taux de retour à emploi et taux de sortie positive. Donc c'est voilà, vu que après lors du dialogue de gestion, il y a quand même ce critère-là qui est pris en considération. Enfin, vous devez connaître ça mieux que moi. J'ai jamais assisté à un dialogue de gestion, mais après les retours que j'ai pu avoir, on est quand même un peu mis sur le grill là-dessus. Donc si sans avoir pour autant une rémunération, on arrive à améliorer ces taux de retour à l'emploi quand on est une SIAE, on doit certainement y trouver un intérêt. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Y a-t-il d'autres questions? Hein, n'hésitez pas, hein, qu'il s'agisse enfin, de demandes de précision sur les exemples donnés par Coralie ou des exemples dont parlait Philippe tout à l'heure, il n'a pas eu l'occasion de développer. Alors, on a une personne, Carole Martin, qui a levé la main. Je vous en prie, prenez la parole. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je voudrais juste faire une remarque, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, pour tout vous dire, je fais partie d'une des 8 lauréats de l'année en cours. Donc, c'est évidemment des choses qui nous parlent et qu'on a de suite mis en application. Mais ce que je trouve intéressant, mais qui est peut-être beaucoup plus pertinent pour les chantiers d'insertion, c'est que finalement, ça recentre aussi ce type de médiation active sur le fait que l'activité qui est la nôtre et qui est celle des chantiers d'insertion est un support à notre mission première qui est bien celle de sortir en emploi durable les salariés en transition. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi de pouvoir se le redire, même si ça nécessite évidemment des aménagements et notamment un recours plus important sans doute aux subventions pour équilibrer nos modèles économiques. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Carole. Effectivement, hein, je pense que ce qui est traduit ici, c'est que dans Save Emploi, on va essayer
pratique au service d'un objectif qui est celui de l'emploi, de trouver des sorties en emploi pour nos salariés, avec le support de l'activité comme un support, comme un prétexte et non pas comme une fin en soi. Je vois qu'il y avait une autre question, donc peut-être plus adressée à Philippe. Est-ce qu'on peut parler de conjointure entre SIAE et entreprise? Je suis pas sûr de comprendre ce qu'on veut dire par conjointure. Est-ce que la Moi personne non pourrait plus. préciser? Je sais pas, Muriel. Muriel, si vous voulez prendre la parole directement pour nous préciser la question. Ah. Muriel, vous nous entendez? Si vous n'avez pas de micro, vous pouvez aussi écrire directement, enfin voilà, préciser votre question dans le chat. Bon. On peut peut-être passer à la deuxième question pour le moment. Ouais. Donc, il y avait une autre question voilà, qui demandait des précisions. Est-ce que le programme Sève Emploi se limite donc uniquement à renforcer les partenariats entreprises? J'avais compris au départ qu'il s'agissait de vendre une prestation d'appui, d'où ma question sur la facturation. Alors, je vais me permettre de répondre sur cette question d'ordre organisationnel sur Sève Emploi. C'est effectivement renforcer les partenariats entreprises, les partenariats emploi avec les entreprises pour multiplier les opportunités de sortie vers l'emploi durable. Après, chaque SIAE décide de comment elle veut organiser son offre et si elle veut la facturer. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un modèle qui revient en fait dans l'expérimentation. Donc non, le but de Sève Emploi n'est pas que les SIAE se transforment en agence de placement. Donc il n'y a pas dans l'esprit, il n'y a pas de facturation du service RH, même si théoriquement on n'y est pas fermé, c'est la SIAE qui décide. Alors dans l'intervalle, Muriel Magnès a précisé ce qu'elle entendait par là. Je pensais bien que c'était ça. Alors je connaissais pas le terme conjointure qui doit être quelque part la traduction de joint venture, terme anglo-saxon. Effectivement, ce que j'avais examiné aussi, c'était des SIAE, mais alors c'était quand même à l'époque, ça remonte à 10 ans, hein, mais depuis je sais que ça s'est développé, mais ça reste quand même assez peu développé, ce qu'on appelait des joint ventures sociales, qui étaient en fait des filiales co-détenues par une SIAE et une entreprise. Bon là, je suis obligé de citer des noms tellement il y en a peu. Moi, ce que j'avais étudié, c'était Logins qui était détenu conjointement par à l'époque Norbert d'Entresangles, qui est maintenant XPO Logistics, et Ares. C'était le groupe Ares qui avait beaucoup développé ça. Bon, le groupe Ares, à l'époque, il était dirigé par celui qui est aujourd'hui au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, c'est Thibaut Guinoui. Il y avait eu aussi la Petite Reine qui avait été développée avec Star Service pour de la livraison à domicile, pour les enseignes de la grande distribution de type Monoprix. Login, c'était donc, comme son nom l'indique, pour faire de la logistique. Voilà. Depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu Liva, je crois, avec Vinci. Je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus. Enfin, oui, c'est un modèle qui est intéressant. Là, je fais partie d'un comité de suivi de thèse d'un doctorant qui travaille exclusivement là-dessus en convention CIFRE. Donc, mais ça reste quand même assez marginal à l'heure actuelle. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, il faut quand même que je dise quelque chose. Alors, Cita Rebond, je vois Cita Rebond. Oui, Cita Rebond, on peut dire quelque part, c'était. Enfin, Cita Rebond, dans le monde de l'IAE, ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est un peu normalisé. L'intérêt qu'il y avait pour la SIAE, clairement, c'est comme ça que le justifiait à l'époque le groupe Ares, c'était de bénéficier de toute une infrastructure
notamment en termes de matériel, de compétences humaines que la CIAE n'avait pas en interne. Voilà, quand vous avez tout à coup accès aux entrepôts de Norbert d'Entresangles, forcément, c'est plus facile pour développer une activité logistique où de plus en plus, il y a besoin de matériel sophistiqué, informatisé, avec des compétences derrière. Et donc, en fait, il y avait un partage qui était le suivant. C'était en gros toute la partie métier était assurée par Norbert d'Entresangles et la partie insertion revenait au groupe ARES, quoi. Il y avait une espèce de partage des tâches. Voilà, puisque dans une SIAE, forcément, il y a les deux aspects, il y a l'économique et le social. Donc, quelque part, l'économique, on le donnait à l'entreprise et à charge pour elle d'assurer l'activité. Hein. Et puis, la SIAE se réservait uniquement la partie sociale, accompagnement des salariés, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Merci beaucoup. Je réactive pas pour l'instant ma caméra, j'espère qu'on m'entend bien. Je vous remercie beaucoup Coralie et Philippe pour ces échanges. Merci beaucoup à Anne-Laure pour la facilitation graphique et merci à vous pour vos questions. La restitution animée des ateliers qui ont eu lieu la semaine dernière et pour vous apporter des précisions sur ce que c'est le programme et comment on fonctionne dans le programme. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel God, qui Bonjour a à été, tous. bonjour, animateur, enfin co-animateur des ateliers avec moi la semaine dernière. Donc, pour rappel, ces ateliers, hein, c'était des ateliers de travail qui ont eu lieu à Versailles, à Évry et à Pantin, organisés avec le soutien important des DETS et DRIETS, et qui étaient proposés aux permanents de SIAE, qui étaient intéressés par Save-Emploi. Le but, c'était de vivre un peu une première expérience de formation-action à la médiation active, et de travailler collectivement pour trouver ensemble les leviers de la médiation active. Donc, on a un temps d'échange prévu juste après. De la même manière que tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Donc, je vais simplement vous partager un dessin. Voilà, j'espère qu'on le voit bien. Jean-Michel, bon, tu ouais. me dis? Ouais. Oui, on le voit très bien. Super. Donc, Annelle vous l'a dit, un des partis pris pédagogiques de Save-Emploi, c'est la formation-action, et on fait surtout beaucoup de terrain avant de délivrer quelques éléments théoriques, et on s'est dit, en concevant les ateliers, qu'on allait faire la même chose. Donc, on allait faire beaucoup travailler les gens sur le sujet de la médiation active, et après qu'on apporterait des éléments théoriques s'il en était besoin. Et donc, le premier atelier qu'on a mis en place, c'était un atelier qui permettait à la fois de faire connaissance et d'approfondir le sujet, qui consiste à organiser des petites conversations par deux personnes, donc de vous à deux personnes pendant 3 minutes, et les personnes échangent sur un sujet qui leur a été proposé. Et le sujet qui était proposé, qu'est-ce qu'évoque pour vous la médiation active et comment pensez-vous contribuer à cet atelier? Et donc, donc les gens ont 3 conversations successives autour de ce thème. C'est à chaque fois le même sujet. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'au début, les gens ne connaissaient pas, ils avaient quelques bribes de ce que pouvait être la médiation active. Et petit à petit, on voyait se construire une définition à partir des échanges des uns et des autres. Voilà. Et donc, s'il en était besoin, en fait, on a quand même proposé la définition entre guillemets officielle de la médiation active que vous connaissez maintenant puisque vous avez suivi cette conférence depuis la matinée. C'est de provoquer des mises en situation professionnelle donc vraiment mettre les gens en situation professionnelle et puis de valoriser la qualité de leur travail pour faire émerger des besoins réciproques d'emploi. Et c'est vraiment, je dirais, cette interaction entre la structure, le salarié et l'entreprise qui crée une sorte d'alchimie qui va faire émerger des offres d'emploi et des opportunités, tant pour l'entreprise que pour la structure. Effectivement, donc après, on est passé une étape qui visait à identifier les leviers
de Sève Emploi. Et surtout, la consigne là, c'était de identifier les recettes d'un succès. Donc, on est parti d'histoires de médiation et d'emploi durable réussis pour identifier les facteurs de succès. Et en fait, on va proposer dans Sève Emploi de capitaliser sur ces leviers et de les mettre en œuvre dans les structures. Donc, les leviers qui sont beaucoup ressortis, c'est tout d'abord donc d'aller vers l'entreprise, évidemment, activer son réseau, prospecter si besoin, et voilà, ne pas hésiter à aller à la rencontre des entreprises. La valorisation des salariés est aussi un levier très important et on y reviendra juste après. On vous propose aussi, en fait, dans les leviers de succès, d'accompagner les salariés sur le terrain. C'est vrai que le fait de sortir de nos bureaux et d'accompagner les salariés sur le terrain, ça génère des sorties et des actions positives. Et on vous propose d'instaurer le suivi, comme je vous le disais tout à l'heure, le suivi des salariés et des entreprises au moment de la signature du contrat. Et tout au long de ça, de mettre en relation les salariés avec l'entreprise. Pour ça, on a plein d'outils, les PMSMP, les immersions, des rencontres formelles ou informelles, voilà, tout en clarifiant bien les rôles réciproques avec le salarié et l'entreprise. Voilà. Et alors, on s'aperçoit dans la pratique que la mise en place des pratiques de médiation active avec la formation en 9 étapes, hein, les SCE ont 9 journées de formation pour quand elles rentrent dans le programme Sève Emploi, on s'aperçoit que cette formation, elle apprend bien sûr de nouvelles pratiques, mais en même temps, elle engendre des transformations culturelles. Elle impacte un petit peu l'organisation même de la structure, puisque les rôles des uns et des autres peuvent changer. Et Sève propose vraiment une nouvelle vision de retour à l'emploi des salariés en transition. Un point très important, c'est qu'on a parlé de valorisation, c'est que la valorisation est un des leviers essentiels de Sève. C'est-à-dire souvent, quand on reçoit un salarié en transition, on a assez naturellement un biais pas très agréable qui est de se focaliser sur les manques et sur les freins, alors que Sève va poser comme habitude de regarder les atouts des personnes afin de les voir déjà dans tout ce qu'elles ont de positif et puis de générer de la confiance chez elles. La mise en situation professionnelle est également un énorme facteur de création de confiance pour le salarié en termes d'estime de soi, en termes de projection dans le futur. C'est vraiment un truc très très important. Et on évoquait tout à l'heure les gens qui étaient en immersion dès le début, dès leur entrée dans la structure. Je suis personnellement convaincu que c'est un truc qui est extrêmement puissant. Les autres éléments de transformation culturelle, c'est la mobilisation de l'équipe sur un objectif commun. Très souvent, avant Sève Emploi, encadrants et CIP travaillent parfois ensemble, mais souvent ils sont un peu cloisonnés. Alors que là, Sève Emploi, c'est vraiment une démarche de structure. Ce n'est pas juste une démarche de quelques personnes et avec quelques experts. Ça, c'est vraiment un élément très très important et ça ressort souvent dès les comptes rendus de première journée. On a travaillé tous ensemble et c'était très nouveau pour eux et en même temps très porteur, quoi. Sève Emploi joue le jeu de la complémentarité des rôles entre encadrant technique et conseiller en insertion, notamment parce que dans la rencontre avec l'entreprise, l'encadrant intervient comme un pair. C'est-à-dire il y a une discussion entre pairs, entre le chef d'entreprise et l'encadrant technique, et on place d'emblée la conversation sur les compétences métiers, les savoir-faire. On peut vraiment recommander le salarié pour ce qu'il sait faire, parce que c'est des salariés qu'on connaît bien, on sait qu'ils sont à l'heure le matin, tout ça. Et c'est vraiment important, cet élément. Dans certains cas, la parole de l'encadrant technique porte plus que celle du conseiller en insertion pour cette dimension métier, Il y a un des effets induits, c'est une bien meilleure communication entre permanents. Il y a des rituels qui sont installés avec Sève Emploi, des flash infos, des choses comme ça, où toute l'équipe est réunie et tout le monde partage ses infos. Et puis, on l'a évoqué, notamment à la fin des échanges tout à l'heure. En fait,
on reconnaît les SIAE dans leur capacité à proposer une offre de service RH aux entreprises, puisqu'elles sont la clé de recrutement réussi, puisqu'elles vont présenter des personnels qui sont connus, qu'elles ont fréquentés pendant plusieurs semaines. Et puis, il y a un suivi qui est mis en place. Un des leviers essentiels de Sève Emploi, c'est le suivi. Et le suivi peut être mis en place jusqu'à 3 mois après l'intégration d'un salarié. Et donc, c'est vraiment ce cocktail qui fait que l'offre de services RH aux entreprises est crédible et tout à fait légitime. Effectivement. Donc là, une fois qu'on avait identifié les leviers de Sève Emploi, et étant donné que le but de cette restitution, c'est aussi de vous permettre de revivre un petit peu les ateliers, en fait, à ce moment-là, on faisait intervenir des témoins, des SIAE témoins, qui venaient nous partager directement leur expérience. On a proposé à la suite du retour d'expérience, c'est de voir comment on pouvait se mettre en action assez rapidement sans avoir vraiment besoin d'autorisation ou sans avoir besoin de ressources extérieures. On peut le faire immédiatement pour aller vers la médiation active avec les entreprises. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, les actions qui ont été mentionnées par les participants, elles se recoupent avec les 4 piliers de Sève Emploi et que vous voyez ici sur le dessin. Donc le premier pilier, c'est de travailler le réseau entreprise. Donc on a eu des actions comme activer ou réactiver son réseau, le réseau de l'équipe de permanent, cibler des entreprises ou aller même les démarcher directement, travailler le discours, en fait, comment est-ce qu'on va se présenter en tant que SIAE à l'entreprise. Ensuite, on a le deuxième pilier qui concerne les MER, MES, donc mise en relation, mise en situation. Donc là, il s'agit de trouver généralement des PMSMP ou alors organiser même des visites d'entreprise. Troisième type d'action proposée qui correspond au pilier du suivi. On avait des structures qui n'ont pas encore démarré la démarche de suivi, donc qui ont indiqué leur souhait de démarrer ce suivi dans l'emploi pour les salariés qui trouveraient un contrat, démarrer le suivi du salarié et de l'entreprise. Et enfin, dernier pilier qui est très important, c'est d'organiser son temps. Effectivement, tout ça, ça demande de passer du temps sur la médiation active. Donc, on a eu des actions proposées qui étaient de sanctuariser, par exemple, une journée par semaine pour travailler la médiation active ou alors organiser plus souvent des réunions d'équipe dédiées. En fait, tout ça, ça permet de mieux se coordonner et de moins se faire prendre par le quotidien qui souvent nous rattrape. On a eu aussi d'autres exemples d'actions très, très intéressantes, comme une structure qui nous a dit, moi, la prochaine fois que je recruterai un permanent, j'ajouterai cette dimension médiation active directement dans la fiche de poste que je diffuserai pour que en fait, le permanent recruté ait en tête que cette dimension médiation active sera bien présente dans ses fonctions. Donc voilà un peu, merci encore à Anne-Laure pour ce dessin qui illustre les ateliers et les échanges qu'on a pu avoir la semaine dernière en atelier. Jean-Michel, est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton expérience en tant que formateur Sève Emploi, puisque c'est vrai que quand on intègre Sève Emploi, un des axes très forts de l'accompagnement, c'est la formation dont on bénéficie pendant une année. Donc peut-être nous parler de ton expérience, ça peut intéresser les participants. Oui, avec plaisir. Donc là, en fait, il y a 2 formations en parallèle, même sur Sève Emploi. Il y a la formation des équipes. Donc c'est 10 journées, dont 9 sur site. Et il y a 5 journées de formation des directions, qui sont aussi un complément vraiment très, très important pour la réussite de la formation. Et ces formations, alors elles sont faites déjà c'est pas un programme qu'on déroule de haut en bas avec jour 1, jour 2, jour 3, jour 4.
c'est pas mal, il y a pas mal de sur-mesure. Il y a évidemment des fondamentaux et en fin de cycle, tout le monde aura travaillé sur les fondamentaux de Sève-Emploi, mais on s'appuie vraiment sur les opportunités, sur ce qui se passe dans la structure. Et puis, il y a beaucoup de passages à l'action. Très souvent, les structures s'attendent à une journée de formation très descendante, surtout le premier jour, alors qu'en fait, on leur donne quelques éléments de référence et puis l'après-midi, elles commencent à passer des coups de téléphone ou à aller voir des entreprises pour créer des contacts. Donc, ça, c'est vraiment un trait marquant, je dirais, fort de l'identité Sève-Emploi. Et puis l'autre élément induit, les structures en ont parlé, c'est le fonctionnement collectif. C'est-à-dire que Sève-Emploi ne peut se faire qu'à travers un fonctionnement collectif et toute la pédagogie est faite pour que les gens travaillent ensemble, par grands groupes, par petits groupes, par deux. C'est toujours plus sympa de passer des coups de fil à une entreprise à deux ou d'aller voir une entreprise à deux que de le faire tout seul. Il y a tous ces éléments-là de mobilisation qui sont mis en place. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre des formations Sève-Emploi Alors, moi, j'accompagne 3 structures et chaque structure a son rythme et ses particularités différentes. Et donc, tout est fait aussi en place pour que la structure s'approprie la formation. C'est-à-dire qu'on adapte la formation au suivi de chaque structure. Il y a des intercessions qui sont faites avec la direction pour voir comment les choses avancent entre 2 journées de formation. Chaque formateur a aussi son rythme. Il y a des partisans du blitz, il y a des partisans il y en a qui aiment bien grouper les premières formations pour démarrer fort avec un gros coup de booster. Il y en a d'autres qui préfèrent y aller tranquillement. Donc, c'est quelque chose de très, très personnalisé, en fait. Et il y a beaucoup d'échanges entre la direction de la structure et le formateur pour vraiment adapter ce qui se passe à la transformation des équipes et à la montée en expérience des équipes. Oui, effectivement, hein, c'est un peu une formation personnalisée dans le sens où on va s'adapter à ce que la structure fait déjà et ce qu'elle souhaite faire. Donc, toutes les structures n'ont pas adopté les mêmes stratégies de médiation active, ni du coup, par conséquent, opérer les mêmes actions et donc, on va avoir des plans d'action qui se construisent au fur et à mesure, qui peuvent vraiment varier d'une structure à l'autre. Et l'intérêt aussi, c'est d'avoir une animation régionale pour mettre en commun un peu, partager les bonnes pratiques, regarder ce qui se passe comme changement dans telle structure ou dans telle autre, pour s'inspirer les uns les autres et puis répliquer ce qui marche bien. Alors, il y a des petits éléments tout à fait parallèles entre la transformation du métier de la structure et la transformation de la structure. C'est-à-dire, on a plusieurs credos chez Sève-Emploi, dont un, c'est l'action révèle les atouts. Et autant l'action révèle les atouts dans l'accompagnement du salarié que l'action révèle les atouts dans l'accompagnement de la structure. C'est-à-dire, en fait, on révèle les atouts de tout le monde en même temps. Et il y a pas mal de petites choses comme ça parallèles entre les principes clés de Sève-Emploi et ce qui se passe dans la structure, en fait. C'est comme si la structure... C'est une expérience pour le salarié de vivre un accompagnement Sève-Emploi, mais c'est aussi une expérience pour la structure de suivre la formation Sève-Emploi. On a vraiment une transformation et dans le contenant et dans le contenu, dirais-je. Bah, écoutez, si ça m'a l'air plutôt clair, à moins que vous vouliez intervenir. Mais je pense qu'il n'y avait pas de questions supplémentaires, donc peut-être qu'on va vous mettre à contribution maintenant. Voilà, donc vous savez maintenant que Sève-Emploi, c'est basé sur le principe de la formation-action. Et donc, on va vous proposer de passer à l'action, comme l'ont fait les participants à nos ateliers, avec un petit exercice très simple qui s'appelle le 15% solution. Alors, qu'est-ce que c'est un 15% solution? Un 15% solution, c'est quelque chose, une action, quelque chose à mettre en œuvre que vous pouvez faire immédiatement sans avoir besoin de liberté, de ressources, de permission, de responsabilité ou de contrôle supplémentaire. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire de votre propre initiative sans avoir besoin de ressources extérieures quelconques. L'idée, c'est de se dire que face à une situation où
on ne sait pas par où commencer, il y a forcément un moyen de commencer et que la ressource, on l'a en nous. Et donc, c'est quelque chose qu'on mobilise chez Save Emploi, c'est quelque chose qu'on vous propose de mobiliser là, tout de suite, maintenant, pour clore cet échange de cette matinée. Et donc, ce qu'on vous propose de trouver, c'est quelle est votre 15% solution pour agir dès maintenant en faveur de la médiation active au service de l'emploi durable. Donc, je répète, quelle est votre 15% solution pour agir dès maintenant en faveur de la médiation active au service de l'emploi durable. Donc, vous voyez, c'est pas la peine d'attendre septembre et votre dépôt de dossier pour commencer à travailler pour l'emploi durable. Vous pouvez commencer dès maintenant et trouver des choses à mettre en place dès lundi dans le retour dans vos organisations, voire dès cet après-midi dans le retour dans vos organisations. Nous avons fait connaître votre engagement et plateforme inclusive aux entreprises. Nous avons une super plateforme Save, donc surtout allez la visiter. Allez voir les commerçants de sa rue, excellente idée. Voilà, on va se voir entre voisins et on démarre comme ça. Rappelez l'entreprise où une de nos salariés est embauchée pour suivi dans l'emploi. Excellent, très bon réflexe. Contactez les employeurs BTP de notre AI pour leur proposer une prise de contact sur leur terrain. Super. Demandez aux collègues qui accompagnent un salarié en transition à un forum employeur s'il a pu obtenir un rendez-vous pour un poste de jardinier. Et oui, c'est un excellent retour d'expérience de ce premier forum. Vous envoyez le compte-rendu de la matinée. Merci, Anaëlle. Parlez à mon collègue de la mise en place d'une PMSMP pour une salariée qui arrive en juillet. Tout à fait. Une PMSMP d'accueil, en fait. Passez quelques minutes avec un salarié en transition pour savoir ce qui va bien en ce moment. Et oui, c'est une très bonne idée d'aller voir ce qui va bien en ce moment. Je pense que c'est très productif et très soutenant. Décrocher mon téléphone pour caler un rendez-vous avec mon réseau pro ou perso. Faire un point avec les chargés de mise à disposition sur les entreprises. Parfait. Vous fourmillez d'idées. Donc, Save Emploi va démarrer pour vous dès lundi. Ça continue. Créer du lien pour faire se rencontrer les SIAE et les entreprises. Le réseau Actesson, très bien. Et contacter les entreprises locales. Ouais. C'est une très très bonne idée de contacter les entreprises proches de vous parce que vous avez un excellent prétexte de venir les voir, c'est que vous êtes voisins, donc vous avez envie de faire connaissance. Et en plus, c'est important parce que souvent les salariés peuvent être confrontés à des contraintes de mobilité. Et donc, les entreprises locales sont une excellente solution pour lever cette contrainte. Appelez Ayet Be by Eye. Alors là, je prononce peut-être pas très bien, mais allez-y, appelez-le ou appelez-la. Je vous remercie pour voilà, toutes ces belles actions à venir. Je laisse maintenant la parole à Isabelle Médoumarer, qui est directrice de la FAS Île-de-France, pour le mot de la fin. Bonjour à toutes et tous. Et déjà, merci de vous être mobilisés et d'avoir participé à ces 3 demi-journées qui ont pu avoir lieu en présentiel et à notre journée de restitution et de travail autour de la médiation active et de l'offre de services RH aux entreprises. J'espère que l'année prochaine, nous aurons l'opportunité de faire une journée collective en présentiel. Le challenge de Save Emploi, il a bien été dit pendant toute la matinée et il se résume, à mon sens, en 2 grandes idées, ce changement de pratique et ce jouet collectif. Alors, ce jouet collectif que l'on retrouve tant dans l'organisation de Save Emploi, de tout ce qui a été dit ce matin, entre, bien entendu, les SIAE, mais également les services, tous les partenaires. Alors, si j'oublie quelqu'un, ne m'en voulez pas, mais je vais citer les services de l'État, la DRIETS, les DETS, le Pôle emploi, les entreprises, la commissaire à la délégation de la lutte contre la pauvreté. On voit, et tous les partenaires de terrain, on voit bien que sur ce changement de pratique, on ne peut pas le faire seul, on le fait ensemble. Et ce que disait Jean-Michel, si je ne prends pas de prénom, c'est aussi revoir nos fonctionnements dans les équipes. Et cela fait d'énormes challenges qui sont très intéressants et au profit des salariés en transition, en faisant également avec eux et avec toutes les compétences qu'ils peuvent avoir.
Donc, je voulais vous remercier tous et toutes d'avoir participé à ce temps. Un grand merci à Anaëlle pour l'avoir organisé et piloté. Et je vous invite à contacter Anaëlle pour ceux qui ne sont pas encore, les SIAE, qui ne sont pas encore entrés dans SEV et qui souhaitent le faire. L'appel à candidature est ouvert jusque septembre, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec elle.